Yes. C'est pour un peu de suspense, c'est bon. Ok, bon, donc je m'appelle Iris De Gély, je suis actuellement en thèse en deuxième année. Je suis cofinancée du coup par le CNES et Magevium et je travaille dans le laboratoire IRISA à Vannes dans l'équipe Obélix. Donc je vais vous parler aujourd'hui de détection de changements urbains en 3 dimensions grâce à des réseaux d'apprentissage profond siamois appliqués à des nuages de points. Donc tout d'abord, la détection de changements et sa caractérisation est un problème assez connu en télédétection, on en a déjà parlé précédemment. Et notamment en milieu urbain, en effet, la moitié de la population terrestre actuellement vit en ville et les milieux urbains ont fait face à des urbanisations très importantes au cours des dernières années, comme on peut le voir avec Doha au Qatar. C'est important de pouvoir détecter, puis classifier les changements afin de mettre à jour des cartes pour les plans d'urbanisme, mais aussi en cas de catastrophes naturelles comme des séismes ou des tremblements de terre, où c'est important d'avoir des méthodes qui sont déjà prêtes afin de rapidement aller classifier les zones endommagées. En milieu urbain, la plupart des objets qu'on a, donc des immeubles, des maisons ou même des arbres, ils ont une composante verticale qui est très importante, d'où l'intérêt d'essayer d'utiliser des données 3D pour la détection et la caractérisation du changement. Notamment, en données 3D, il y a les nuages de points 3D, et qui sont des données un peu particulières, qui, contrairement à des images 2D comme on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est des données qui sont éparses, donc chaque point sont discontinus, donc on va le voir en zoomant un peu ici sur ces 2 nuages de points. En fait, on peut voir qu'il y a du vide entre chaque point, et l'espace est majoritairement composé de vide. Les points, comme ils nous sont donnés, c'est leurs coordonnées X, Y et Z, et donc c'est totalement désordonné. Et sauf à faire une rasterisation, ces points ne sont pas contenus dans une matrice. Et donc ça complexifie grandement le calcul informatique sur ces nuages de points. On peut les rasteriser, justement, les mettre dans des matrices 2D qui sont des modèles numériques de surface, mais on perd beaucoup d'informations. On peut aussi les mettre dans des voxels 3D. Et là, soit on va avoir des gros voxels, donc on va perdre beaucoup d'informations, soit on va avoir des voxels petits, mais alors on va avoir beaucoup de voxels vides, et donc c'est compliqué à gérer aussi au niveau de la taille mémoire pour le calcul. Après, aussi une des particularités, c'est que pour un même objet qui n'a pas changé entre 2 époques, les points vont être distribués différemment sur les 2 objets. Donc on ne peut pas comparer directement nos 2 objets. Et enfin, les nuages de points contiennent de nombreuses parties cachées, comme on peut le voir ici, où on n'a que 2 des façades sur les 4 du bâtiment qui sont représentées. Pourtant, ça ne veut pas dire que notre bâtiment n'a que 2 façades. Et ces parties cachées, donc il y en a de plus en plus dans les milieux urbains assez denses, et ils peuvent être aussi différents entre les dates, dû à des différentes configurations d'acquisition. Donc pour ceci, il y a déjà plusieurs méthodes qui ont été développées afin de faire de la détection et de la caractérisation du changement. Donc une première catégorie de méthodes en post-classification, c'est-à-dire qu'on va aller classifier chacun de nos nuages de points à chacune des dates, et après aller comparer les labels pour faire la détection de changement et sa classification directement en fait. Après, il y a les méthodes en pré-classification. On va là d'abord essayer de détecter les changements, puis après ensuite de classifier ces changements. Donc ici, il y a plusieurs méthodes, mais juste cette méthode illustrée va par exemple retrouver les changements grâce à une comparaison des divisions en octets des nuages de points et donc ainsi détecter les changements. Le problème de ces méthodes, c'est qu'à chacune des étapes, on peut faire passer d'une étape à l'autre les erreurs et arriver finalement avec beaucoup d'erreurs sur notre classification finale des changements. Du coup, plus récemment, il y a des méthodes qui ont cherché à faire tout ceci en une seule étape, comme avec des méthodes de machine learning plus traditionnelles, ici du random forest, sur des attributs extraits manuellement sur nos nuages de points relatifs à la distribution, à la géométrie, mais aussi avec un attribut interépoque pour détecter le changement. Ce qu'on a pu voir de l'état de l'art qu'on a fait, c'est qu'actuellement, il n'y avait pas de méthode basée sur du deep learning pour faire de l'apprentissage, de la détection et de la caractérisation du changement directement sur les nuages de points 3D. Il y a quelques méthodes sur les modèles numériques de surface,
qui sont du coup des matrices 2D, mais pas sur les nuages de points 3D. Et du coup, on s'est dit que c'était assez intéressant d'essayer d'aller voir et essayer d'étudier ce problème, vu qu'on a vu précédemment dans toutes les présentations quasiment que le deep learning apportait pas mal en télédétection. Du coup, dans un premier temps, on a été s'intéresser à ce qui se faisait en détection de changement sur les images 2D en deep learning. Et donc là, on peut présenter le réseau qu'on voit ici, donc un réseau totalement convolutionnel siamois. Donc il va comporter en fait 2 encodeurs avec des poids partagés dans lesquels les 2 images vont rentrer et vont subir des couches de convolution de max pooling assez classiquement. À chacune des étapes, on va aller récupérer les attributs extraits, les soustraire, puis les reconcaténer afin de finalement retrouver une sortie avec chacun des pixels de l'image classifiés en fonction du changement. Le problème, c'est que les convolutions 2D telles qu'on les connaît, on ne peut pas les appliquer directement à nos nuages de points, vu que je l'ai dit précédemment, on n'a pas de matrice. Du coup, pour ceci, il y a des opérateurs convolutionnels qui ont été élaborés, appelés kernel point convolution, qui ont été vite fait mentionnés dans une autre présentation sous le nom aussi de kp-conv. Et donc, en fait, c'est des opérateurs qui nous permettent, qui sont principalement basés sur une fonction noyau, G, qui permet d'appliquer des poids à l'intérieur d'une boule grâce à des points noyaux répartis dans cette boule et qui nous permet, grâce à la distance entre les points de notre nuage et les points noyaux, d'aller faire telle une convolution, en fait, appliquer cette convolution à notre nuage de points. Et cette boule va après, cette boule noyau va se déplacer dans tout l'espace afin de calculer les convolutions. Du coup, grâce à ces convolutions, les chercheurs qui ont développé cette convolution ont créé pas mal de réseaux pour faire la segmentation sémantique de nuages de points, de la classification. Et donc, en alternant des couches de kp convolution et des couches permettant de sous-échantillonner les nuages de points, comme des couches de max pooling, afin de prendre de plus en plus en compte le contexte. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les réseaux, finalement, quand on ne regarde pas les labels, la légende ici, on se dirait « Ah, mais c'est pareil que des réseaux en 2D ». Et du coup, on s'est dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'adapterait pas finalement ce qu'on a vu en 2D en 3D? Et du coup, on a adapté un réseau siamois composé de kernel point convolution, du coup, qui comporte 2 encodeurs avec des convolutions à noyau, avec des poids partagés. Et donc, pareil, ici, on va aller soustraire les attributs extraits à chacune des étapes, puis les reconcaténer pour obtenir à la fin une classification de chacun des points de notre nuage de points en fonction du changement qu'il y a eu. Une des particularités, c'est qu'on ne peut pas aller soustraire directement, comme on le fait pour les images, les pixels correspondants dans chacune des 2 images. Ici, on n'a pas de points correspondants. Du coup, à chacune des étapes, on va aller faire un calcul du plus proche voisin spatialement dans l'autre nuage de points afin de soustraire les attributs extraits pour ces points. Quelques petites particularités par rapport à l'apprentissage. En télédétection, on a affaire à des nuages de points qui sont très larges. Donc, par exemple, au-dessus d'une ville entière, donc large échelle et qui contiennent aussi beaucoup de points. Donc, c'est impossible de les donner directement en entrée à nos réseaux pour des raisons de taille mémoire. Et du coup, on a décidé de les découper sous forme de cylindres orientés verticalement. Vu qu'on est en télédétection, c'est afin de prendre tout le temps du sol. Et pourquoi des cylindres et pas des rectangles? Vu que nos convolutions sont sphériques, c'est plus logique. En détection de changement, il y a un problème aussi, c'est que les classes sont souvent très inéquilibrées. Notamment, la classe de non-changement est largement majoritaire à 95 voire 98% des exemples donnés en apprentissage. Du coup, pour ceci, il y a une petite stratégie qui a été adoptée, c'est de donner en entrée de notre réseau des cylindres qui comportent des classes de changement, donc en fait en les tirant aléatoirement, juste pondérées par rapport à la répartition de nos classes. On a aussi pondéré la loss, comme ça peut être assez logique. Après, on a aussi fait une augmentation de données finalement assez logique en faisant des rotations de nos cylindres autour de l'axe vertical et aussi en ajoutant un bruit gaussien aléatoire à l'échelle du point.
Donc, les résultats que je vais présenter après ont été entraînés et testés du coup, sur un jeu de données qui est simulé, donc où on va simuler un survol de lidar aérien au-dessus d'une ville. En l'occurrence, ici, c'est la ville de Lyon, dans laquelle on a simulé des changements, donc des constructions, des déconstructions, en fait, des démolitions, pour obtenir une base de données entièrement labellisée en fonction du changement. Donc, on peut voir ici les points en violet qui sont des points de non-changement, les points en vert correspondant à des nouveaux bâtiments ou en jaune à des démolitions, avec les deux dates ici. Ce jeu de données est accessible et il est accessible sous plusieurs versions et notamment ici on va présenter les résultats avec une résolution assez faible de seulement 0,5 points par mètre carré. Premièrement, je peux présenter des résultats qualitatifs. Donc on a en haut les deux nuages de points donnés en entrée du réseau. Donc c'est des sous-extraits des nuages de points juste pour un peu plus de clarté. La vérité terrain correspondante, donc en fait c'est les mêmes points que le nuage de point 2, mais avec une colorisation en fonction des changements, donc toujours en violet les points qui sont sur des objets qui n'ont pas changé, en vert sur les nouveaux bâtiments, en jaune sur les démolitions. On peut se rendre compte qu'on a des résultats qui sont très similaires à la vérité terrain. Et par contre, ce qu'on peut remarquer sur la méthode à laquelle on va se comparer, qui est la méthode que j'avais présentée en une seule étape, faite à base de random forest, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, elle se trompe majoritairement dans toutes les zones où on avait des parties cachées, des façades cachées à une des deux dates. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que le réseau a réussi à comprendre que la nouvelle zone était que ici et pas ici. C'est juste des bâtiments qui n'ont pas changé, même si on ne le voit pas à une des deux dates. On peut regarder ici un deuxième exemple, avec une géométrie des toits qui est un peu plus complexe, notamment ici. Et si on zoome un peu plus, on se rend compte qu'on est à nouveau assez proche de la vérité terrain. Et là, le random forest est un peu plus bruité. Au niveau des résultats, du coup, ça confirme un peu ce qu'on a vu au niveau qualitatif. On a un gain qui est quand même très important de la méthode par deep learning, et notamment ce qui est le plus intéressant à regarder, en fait, c'est l'IOU sur les classes de changement, donc des nouveaux bâtiments ou des destructions, où on a un gain entre 20 et 30%. Du coup, pour conclure, on a réalisé un réseau deep learning pour la détection et caractérisation du changement qui prend directement en entrée les nuages de points 3D bruts. Et ce réseau a permis une augmentation de l'IOU sur les classes de changement d'environ 25% par rapport à une méthode plus traditionnelle qui est basée sur des attributs extraits manuellement. Et dans les perspectives futures, du coup, ce serait de tester nos travaux sur des nuages de points avec différentes qualités, donc par exemple des nuages de points beaucoup plus bruités, avec des résolutions différentes, aussi avec plus de classes de changement, et sur des données réelles, aussi dans d'autres contextes, comme sur des falaises, pour essayer de détecter des érosions ou des éboulements. Voilà, je vous ai mis ici les références que j'ai mentionnées, et merci de votre attention. Ça paraît un petit peu un miracle, le résultat que vous avez montré là, parce que vous dites on n'a pas trouvé, on n'a pas détecté comme changement un mur, qui effectivement n'a pas changé, et dans un cas il a été, je ne sais pas par quel procédé d'ailleurs, de numérisation, il fait partie du nuage de points, enfin il est bien représenté le nuage, dans l'autre cas non. Alors comment expliquer ce miracle? Déjà, juste pour l'expliquer physiquement qu'il n'y ait pas de points du coup, sur une des façades, c'est en fait un lidar aérien qui a des lignes de vol qui peuvent être différentes selon les fois, et donc il suffit qu'il soit passé bien plus en décalé. Le lidar, il ne va pas prendre juste dessous lui, mais il balaye l'espace. Et du coup, voilà. Et après, en fait, c'est par rapport à la compréhension grâce au réseau. On a vu qu'on allait sous-échantillonner notre nuage de points et prendre de plus en plus en compte le contexte. Et dans la méthode en random forest, finalement, on va toujours prendre seulement un voisinage. Je l'ai appliqué tel quel, je n'ai pas été faire plus de recherches sur les attributs extraits manuellement. Mais du coup, on va toujours prendre un voisinage
donc 6 mètres presque si je prends le diamètre, donc de 6 mètres du point. Et du coup, on n'a pas une moins bonne compréhension de l'espace autour du point observé, en fait. Ça veut dire que quand on aura une falaise, vous parlez de falaise dans la perspective, une falaise, si la falaise a été dans un cas ou dans l'autre, le lidar n'est pas passé au bon endroit, comment on pourra détecter le changement dans ce cas? Là, si c'est sur des données falaises, c'est que le sujet d'étude, c'est vraiment la falaise. Du coup, on a besoin des données dans les deux cas. Là, c'est plus global sur la ville. Et l'immeuble, on sait que s'il n'y a pas le toit, s'il n'y a ni le toit ni aucune des façades, ça veut dire qu'il doit pas être, il doit être nouveau s'il est que à la deuxième étape, ça doit être un nouveau bâtiment. Par contre, il n'y a qu'une partie. Mais sur les falaises, vu que c'est vraiment le sujet d'étude, la falaise, là, il y aura moins de parties cachées. Mais il peut y avoir des parties cachées dues à la végétation qui est là à certaines époques et pas à d'autres. Voilà. Il y avait une question avant, au fond, je crois. Non oui, c'est une question. On parlait justement donc, de ne pas prendre tout le nuage de points à chaque fois, mais de prendre seulement des cylindres. Et comment ça se passe au niveau du recouvrement du coup? Alors, plusieurs fois sur le même point, pour les données d'entraînement, du coup, ce que j'ai fait, j'ai calculé tous les cylindres éligibles à l'entraînement dans ma zone d'entraînement. Donc sur chacun des points, je savais que j'avais potentiellement un cylindre, donc je vais tirer. J'ai dit que je donnais en entraînement certains cylindres par rapport à leur classe pour donner plus souvent des exemples avec des classes de changement. Du coup, on peut avoir du recouvrement vu qu'on va tirer un certain point et on va prendre son cylindre qui est situé autour de lui. Et pour le test, où là, pour le coup, j'ai besoin de prédire toute la zone parce qu'on veut la détection de changement sur toute la zone. Du coup, j'ai fait un certain recouvrement afin que tout l'espace soit pris, vu qu'on a des cercles finalement au sol, et donc on ne peut pas juste les faire côte à côte, sinon on va avoir les zones intercercles qui ne vont pas être prises. Et du coup, quand j'ai du chevauchement, j'ai pris les résultats et fait une moyenne sur les résultats. Alors par ici, il y a des questions. Moi, c'est une petite question assez intéressée sur Kernel Zone Convolution, KPV. Parce que du coup, j'ai jamais utilisé ça et ça m'intéresse beaucoup. Et pour savoir à quel point c'était différent d'un réseau conventionnel classique en termes de rapidité, en termes d'entraînement. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour entraîner? C'est pas. Alors, comme c'est des données. Je sais pas si tu as travaillé déjà avec des nuages de points précédemment. Mais jamais de manière avec des réseaux. Oui. Du coup, c'est pas forcément très facile à prendre en main tout de suite parce que c'est plein de. Il y a énormément de petits paramètres à régler ou si tu veux. C'est pas le plus facile à prendre en main. Après, il y a des frameworks qui commencent à être développés afin d'aider justement les utilisateurs à prendre plus facilement en main ce genre de convolution. Après, au niveau de l'architecture réseau, du coup, c'est assez facile vu que c'est juste la convolution qui change finalement. Mais par contre, après, il y a pas mal de problèmes d'optimisation au niveau du temps de calcul de parcours de ton nuage de points, de calcul de voisins à chaque fois, parce que c'est plein de calculs de voisinage, de distance. Et donc c'est quand même beaucoup plus compliqué que juste une convolution sur une image. Parce que là, c'est toi qui les as implémentés ou tu as fait une implémentation? Non, là c'est donc Capecon, c'est du coup. Okay. C'est pas moi qui ai inventé le. Non, après j'ai repris du coup leur développement et j'ai remodifié après l'architecture pour avoir l'architecture que je voulais, mais par contre j'ai repris leur convolution en fait et après j'ai monté mon architecture comme je voulais. Et ça s'entraîne de manière classique avec backpropagation? Oui, après par contre c'est tout pareil que pour de la 2D. Merci beaucoup. T'avais une question? C'était un peu similaire, c'était une question par rapport à ça. Mais peut-être ça n'a rien à voir, mais j'avais entendu parler aussi de réseau neurone convolutionnel sur le graphe, mais ça n'a peut-être pas de. Je sais pas si tu as déjà entendu. Alors il y a aussi ça. En fait, pour la 3D, j'ai pas fait un état de l'art de ce qui
ce qui existe en segmentation sémantique en 3D. Il y a quand même beaucoup de réseaux maintenant qui sortent à peu près depuis le 2017 où il y a PointNet qui est sorti. Et il y a des solutions par graphe. Notamment en télédétection, je ne peux pas ne pas le citer, il y a SuperPoint Graph qui est fait par un Français et qui permet de prendre des nuages de points large échelle. Mais là, en l'occurrence, on trouvait que c'était beaucoup plus adaptatif, les kernel point convolution, parce qu'en fait, c'est juste des convolutions et après, on peut adapter n'importe quelle forme de réseau. Alors que les autres solutions, le réseau est totalement différent et donc pour aller après adapter un réseau plus classique, c'est plus difficile à penser. Et après, il y a aussi beaucoup de solutions qui permettent que de prendre en compte des tout petits... Enfin, la plupart de la recherche, c'est pas en télédétection et du coup, c'est sur des nuages de points de 2000 points, enfin 2048 points ou quelque chose comme ça. Et avec ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on n'a pas une taille de points fixe entre les nuages de points. Alors qu'il y a beaucoup de réseaux actuellement où on dit qu'il faut tout le temps 2048 points. Tu te débrouilles pour avoir 2048 points. Or, en télédétection, c'est quasi impossible d'avoir tout le temps le même nombre de points. D'accord, ouais, merci. Par exemple, par rapport au poids de convolution que tu vas avoir dans une matrice, comment, là, les poids, je vois mal, si la structure de T'as le temps, c'est la dernière. Mais ok, bon. Après, on peut parler. Si la structure du nuage de points, elle change, c'est pas le même poids qui est associé pour une convolution, c'est facile. Quand on sait que le pixel à gauche, il a ce poids-là, le pixel à droite, il a ce poids-là. Du coup, en fait, dans ta boule de convolution, il y a des points noyaux qui sont placés. Donc ça, il y a plusieurs stratégies. Tu peux les placer aléatoirement, tu peux les placer régulièrement. Il y a même des convolutions déformables où tu apprends aussi la position des points noyaux. Et donc, une fois que tu as tes points noyaux, tu vas aller calculer pour chacun des points qui sont à l'intérieur de cette sphère de convolution la distance entre chacun des points noyaux et tu vas pondérer du coup par la distance le poids que tu appliques. Bon, bah, merci. du coup, pendant que Maxime peut s'installer, si tu veux poser ta question. Ah oui, je veux bien. 30 secondes. 30 secondes. Merci pour ta présentation. Moi j'ai une question, c'est plus sur tes perspectives. Ouais. Actuellement, je travaille sur des données de simulation. Ouais. Et tu n'as pas de problématique de recalage des nuages? Non, pour le moment, on s'est dit, bon déjà on va essayer de se concentrer sur la problématique détection, caractérisation du changement. Et après, on verra pour le décalage. En fait, sachant que déjà, c'était compliqué d'avoir une vérité terrain relative au changement. Déjà, des bases de données avec plusieurs nuages de points, enfin plusieurs dates de nuages de points, il n'en existe pas vraiment. Il y en a quelques-unes qui sont en train de sortir actuellement. Et après, il n'y a pas d'annotation par rapport au changement. Et du coup, on s'est dit, on va commencer par ça. Et sur celles qui sortent actuellement, il y a encore, ils n'ont pas introduit des problèmes de recalage. C'est des nuages de points qui sont parfaitement recalés. Parce que par exemple, je pense à une base de données qui est en train de sortir aux Pays-Bas où il y a surtout les Pays-Bas, les nuages de points, à plusieurs dates différentes qui sont en train d'être mises à disposition et ils ont été parfaitement recalés avant. Enfin, parfaitement. Au mieux, oui, voilà. Et du coup, pour le moment, on ne traite pas ce... Mais c'est sûr que... C'était plus pour savoir si tu avais une intuition sur l'impact que ça pourrait avoir ou si, au contraire, ce ne sera pas trop grave d'avoir un... Après, je pense que ça va beaucoup dépendre de ta stratégie. Si tu veux faire l'apprentissage, par exemple, sur... tu as 2 nuages de points et donc tu vas aller annoter une partie du nuage de points pour faire ton apprentissage ou au moins faire fine-tuner ton réseau. Du coup, il va peut-être apprendre qu'il y a toujours, par exemple, je dis n'importe quoi, mais 1 mètre de décalage entre tes données. Mais, 1 mètre, ce serait beaucoup, sûrement. Mais après, si dans toutes tes données d'apprentissage, tu as un recalage qui est différent entre chacun des 2 nuages de points, là, ça va être compliqué, je pense, pour lui de gérer. Après, je n'ai pas testé non plus, mais... C'est pour ça que c'est dans les perspectives. Oui. Merci. Merci beaucoup.